Bonjour, la semaine dernière, OpenAI a prétendu avoir fait un bond gigantesque vers l'AGI, la superintelligence. Mais un détail troublant a tout fait basculer. Un ingénieur qui laisse échapper une phrase, Sam Altman qui l'interrompt immédiatement, et soudain Twitter s'enflamme. Est-ce que la plus grande avancée en IA de l'année ne serait qu'une illusion finalement? Ce qu'il s'est passé ensuite a divisé la communauté scientifique, et aussi la section des commentaires de la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler ce qu'il se cache réellement derrière cette controverse qui anime la toile. Vous allez voir, c'est très intéressant. Vous le savez, mais la semaine dernière a été monumentale dans le domaine de l'IA, car beaucoup spéculaient qu'OpenAI avait pratiquement atteint l'AGI, la super intelligence, une intelligence artificielle si intelligente qu'elle dépasse l'intelligence collective de toute l'humanité ensemble en même temps. Bref, et même plusieurs employés d'OpenAI ont également fait cette affirmation. Vous l'avez peut-être vu, mais la semaine dernière, j'ai fait une vidéo qui couvrait l'annonce majeure d'OpenAI qui nous sortait ce modèle O3 qui était révolutionnaire. Et il faut dire que cette vidéo a eu un accueil quelque peu chaotique. Et récemment, une discussion très intéressante est apparue sur Twitter, qui prétend que cette démonstration du benchmark AGI n'est pas ce que nous pensons. Donc laissez-moi vous expliquer ce qu'il s'est réellement passé simplement. Tout d'abord, OpenAI annonce des résultats incroyables sur un test d'intelligence artificielle appelé l'ARC-AGI. Et là, boum, un utilisateur réagit en disant, et je cite, « Ça me rappelle GPT-4 en mars 2023. Comment ils ont fait un tel bond d'un coup ?» Et c'est là que les choses deviennent assez intéressantes. Un autre utilisateur que vous voyez ici, Niel Rogue, nous répond avec un tweet un peu sarcastique en disant, et je cite, « Oh, c'est simple, ils ont juste utilisé 75% des données d'entraînement. » Tout cela agrémenté d'un emoji qui se fend la poire, qui se marre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ces propos? En gros, OpenAI a utilisé une très grande partie des données qui sont publiques de ce test-là, l'ARC-AGI, pour entraîner leur modèle. Ça peut sembler suspect dit comme ça, mais attendez de voir la suite. Car c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les créateurs du test eux-mêmes sont intervenus pour dire « En fait, c'est exactement comme ça que ça doit marcher. Ces données d'entraînement sont faites pour être utilisées. Le vrai test, ce sont les évaluations finales, qui sont complètement différentes et beaucoup plus difficiles. » Alors, est-ce que toute cette controverse, toute cette polémique, c'est beaucoup de bruit pour rien finalement? Donc à premier abord, OpenAI n'a pas triché, ils ont juste utilisé les outils comme ils étaient censés être utilisés. C'est un peu comme si on accusait un étudiant de tricher parce qu'il a étudié avec son manuel de cours avant l'examen. Mais ensuite nous avons eu Gary Marcus, un critique assez notable dans le monde de l'IA, et qui nous a dit la chose suivante, regardez le tweet ici. Waouh, si c'est vrai, cela soulève de sérieuses préoccupations concernant l'annonce d'hier, en faisant référence à l'annonce de O3. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. Dans la présentation de O3, il s'est passé un moment un peu bizarre. Un des ingénieurs dit, et je le cite, « On a spécifiquement ciblé le benchmark ARC. » Mais là, Sam Altman, le boss d'OpenAI, intervient direct pour le corriger en disant « Non, on n'a rien fait de spécial. » Certains sur Twitter ont appelé ça un lapsus altmanien. Vous savez, en faisant référence au concept du lapsus freudien. Ces petits moments où on dit accidentellement la vérité que l'on voulait garder pour soi. Bref, cet utilisateur, M. Farless, fait remarquer que c'est suspect. Pourquoi Altman interviendrait pour corriger son ingénieur si ce n'était pas important? Il n'avait aucune raison de le faire, sauf si l'ingénieur venait de révéler quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Mais, et c'est important, même si c'était vrai que l'équipe avait ciblé spécifiquement ce benchmark, est-ce que ça change vraiment les choses? Car pensez-y. Si l'on prend l'exemple d'un être humain qui veut passer un examen par exemple, eh bien on va lui donner des cours ou des exemples d'examens des années passées pour qu'il puisse réviser, s'entraîner. Cela ne veut pas dire que l'examen lui-même sera une fidèle reproduction des années précédentes, au contraire, il y aura une réflexion à avoir quand même. Et alors que je vous dis ça, tout cela nous amène à la suite des événements où la discussion sur Twitter continue à s'enflammer. Vous allez voir, ça devient assez intéressant. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible.
Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Dans le clip vidéo mentionné suivant, l'ingénieur dit la chose suivante. C'est aussi un benchmark que nous avons ciblé, qui nous préoccupe depuis longtemps. Puis Altman intervient pour dire qu'ils n'ont rien ciblé spécifiquement, que c'est juste le ChatGPT O3 général. Mais alors attendez une minute parce que la suite, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. L'un des créateurs du benchmark, Mike Knopp, est intervenu lui-même pour clarifier toute cette histoire. Et ce qu'il dit change complètement la donne. Il explique que oui, OpenAI a utilisé 75% des données d'entraînement. Mais c'était exactement le but. C'est comme un prof qui vous donne des exercices pour préparer l'examen final. En gros, laissez-moi vous expliquer simplement. D'abord, le système apprend des concepts de base, un par un, et ensuite, dans le vrai test, il doit combiner 3 à 5 de ces concepts-là pour résoudre des problèmes totalement nouveaux. Et voilà le truc le plus important, le test final est conçu pour être impossible à réussir juste en mémorisant. C'est comme si vous apprenez les bases de la grammaire une à une et que le test final c'est de rédiger une histoire entière. Vous ne pouvez pas juste répéter ce que vous avez appris, mais vous devez vraiment le comprendre pour vraiment l'appliquer et créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'original. C'est pour ça que la performance de GPT-O3 est vraiment impressionnante. Ce n'est pas qu'il a mémorisé les réponses, il a vraiment appris à résoudre des problèmes d'une nouvelle façon. Il a également déclaré que l'autre raison pour laquelle il pense que cela n'a pas d'importance, c'est qu'il est presque certain que le jeu d'entraînement ARC, donc les données de ce benchmark-là, était inclus déjà dans le pré-entraînement de GPT-3, 4 ou 4o, car ils sont hébergés sur un dépôt GitHub public depuis 2019. Mais le plus fou, c'est que les autres modèles qui eux aussi ont été entraînés sur ces données-là qui étaient publiques depuis 2019, donc il y a 99% de chances que ChatGPT 4, que Claude, que Gemini, que tous les modèles se soient entraînés sur ces données-là, elles aussi. Et bien toutes ces autres IA font des scores médiocres sur ce test-là, sauf ChatGPT O3. Maintenant, certains critiques ont soulevé des questions assez légitimes. Un chercheur, que vous voyez ici, Dumitru Eran, a posé la question qui dérange. Ok, mais qu'est-ce que ça donne sans ces données d'entraînement? Quelle est la vraie valeur scientifique de ces résultats? Et c'est une excellente question. Et la réponse de Mike Knopp est super intéressante. Il admet franchement qu'il voulait faire ce test, ce qu'on appelle une étude d'ablation dans le jargon, mais qu'ils n'ont tout simplement pas eu le temps avant l'annonce. Mais, et c'est important, il insiste sur un point. Même sans ce test supplémentaire, ça ne change rien au fait que GPT-O3 est un système vraiment unique et vraiment impressionnant. C'est comme si on découvrait tout à coup un nouveau joueur de basket sorti de nulle part qui marquait des paniers non-stop. Même si on n'a pas encore testé tous ces mouvements possibles, on voit bien qu'il y a quelque chose d'assez spécial derrière tout cela. Et là, c'est François Chollet, notre créateur du benchmark, et dont j'ai montré l'interview lors de la précédente vidéo de l'annonce de O3 que j'ai faite. Eh bien, il vient maintenant mettre son grain de sel à tout cela. Et ce qu'il dit est super intéressant aussi. En gros, il nous dit « Hey les gars, c'est fait pour ça ». C'est comme un manuel de cours, il est fait pour être étudié. Et bien sûr, il admet que ça aurait été encore plus impressionnant si ChatGPT O3 n'avait jamais eu ces données avant, mais ça n'invalide absolument pas les résultats. Maintenant, on a aussi des critiques, comme Gary Marcus, qu'on a déjà vu, qui font une comparaison plutôt provocante. Il compare ça à Taylor Swift, qui ferait du playback pendant sa tournée Eras, qui serait donc un énorme scandale. Il suggère qu'OpenAI aurait dû être plus transparent sur le fait qu'ils aient utilisé 75% des exemples publics. Et vous savez quoi? Eh bien, ces critiques sont importantes. Dans le monde de l'IA, on a vraiment besoin de voix qui nous poussent à être beaucoup plus rigoureux, à faire plus attention à ce que l'on fait, et donc à nous poser les bonnes questions. C'est comme cela que l'on progresse vraiment. Mais bon, il faut aussi mettre les choses en perspective. Là où ça devient encore plus intéressant, oui encore,
Comme je l'ai déjà dit quand la nouvelle est tombée, les réactions sont devenues plutôt enflammées sur Twitter. Eh bien regardez, un employé d'OpenAI a posté ce tweet sarcastique. Oh non, ils se sont entraînés sur les données d'entraînement, c'est la fin du monde. Clairement, ils se moquent de toute cette polémique. Mais attendez, car ça ne s'arrête pas là. Reed McGarg, un chercheur d'OpenAI, vient de mettre les points sur les i. Il explique 3 choses super importantes. 1. Le modèle qu'ils ont utilisé est complètement généraliste. 2. Les données ARC ne représentent qu'une toute petite partie de tout ce sur quoi ChatGPT-o3 a été entraîné. 3. Et surtout, ils n'ont fait aucun ajustement spécial pour ce test. Je le répète, mais en gros, c'est comme accuser un étudiant parce qu'il aurait lu son manuel de cours avant d'assister à l'examen. Alors que non seulement c'est normal, mais c'est en fait obligatoire à moins d'être un génie absolu pour réussir l'examen. Brandon McKinsey d'OpenAI ajoute même qu'ils n'ont rien fait de spécial avec les instructions données au modèle. Ils ont juste écrit quelque chose de simple et direct. Une autre question super intéressante a été posée par Emmett Shear. Est-ce que l'équipe pensait spécifiquement à ARC pendant la création de GPT-o3 ? En gros, il demande si c'était un succès planifié ou un heureux accident. Et là, Reed McGarg répond à nouveau, de manière assez directe, non, pas du tout. Pour nous, ARC n'est qu'un test parmi d'autres qu'on utilise pour mesurer nos progrès. Pour vous proposer une autre métaphore, c'est un peu comme si vous développiez un nouveau médicament qui serait efficace contre plusieurs maladies. Lors de la création, est-ce que vous visiez spécifiquement une maladie ou alors par un heureux hasard, vous êtes bon contre toutes les maladies? C'est un peu le cas avec ce modèle O3. Donc ici, on nous dit clairement que c'est la deuxième option, GPT-o3 est simplement devenu meilleur en général. Et ça se voit sur ce test comme sur les autres. Quelqu'un a aussi demandé ce que signifie tune ici. Alors un autre chercheur d'OpenAI répond que c'est une façon étrange de dire qu'ils ont inclus des exemples d'entraînement ARC lors de l'entraînement de GPT-o3. Et que ce n'est pas une version fine-tunée de ChatGPT-o3, c'est juste le modèle de base. Et c'est une différence très importante. Le modèle qu'ils ont utilisé n'est pas un modèle fine-tuné, c'est juste un modèle de base, donc ils n'ont pas fait plus d'entraînement que ça. Ils l'ont entraîné une fois et hop, c'était fini. Ils l'ont utilisé pour divers tests, notamment celui-là, ArcAGI. C'est dire le potentiel qui reste si maintenant nous pourrions fine-tuner, donc améliorer en entraînant encore plus ce modèle ChatGPT-o3. Alors je suppose que l'équipe en interne n'essayait pas vraiment de cibler ce benchmark ArcAGI. C'était juste un effet secondaire non intentionnel. Que ce soit vrai ou non, ça c'est à vous d'en juger, je vous laisse libre d'y réfléchir avec toutes les informations que je vous donne dans cette vidéo. Voilà, donc avec toutes ces informations, certains affirment qu'ils ont ciblé le benchmark et d'autres non, à cause des exemples, etc. Alors je pense toujours que, même si ça s'avère être le cas et que c'est de la pure mémorisation, ce modèle ChatGPT-o3 est une avancée incroyable. En fait c'est le benchmark de Frontier Math d'Epic AI qui me fait dire cela. C'est un autre benchmark, un autre test, et les systèmes précédents à l'état de l'art n'ont jamais réussi à obtenir que plus de 2% de bonnes réponses sur ce test-là. Alors j'avais déjà parlé de ce benchmark sur la vidéo précédente, mais on voit ici que ChatGPT-o3 parvient à atteindre plus de 25%, ce qui est assez incroyable quand on commence à réfléchir à ce que cela signifie pour le système. Pour ceux qui ne réalisent pas l'ampleur de ce bond et à quel point ce résultat est incroyable, sachez juste que ce test, c'est pas juste un examen classique. Ce sont des questions de recherche où l'humanité n'a pas encore de réponse. Voilà ce qu'est ce test. Mais je ne le dirai pas mieux que Terence Tao. Terence Tao, qui est souvent considéré comme l'un des plus grands mathématiciens vivants aujourd'hui, médaillé de Fields, donc la médaille la plus prestigieuse de mathématiques, et professeur à l'université de Californie, a dit que ce benchmark contient des problèmes extrêmement difficiles qui résisteraient à l'IA pendant encore plusieurs années au moins. C'est ce qu'il a dit quand il a examiné le benchmark lors de sa sortie. Et nous pouvons déjà voir que ChatGPT-o3, qui est la deuxième itération du modèle d'OpenAI, parvient à obtenir 25% sur un benchmark vraiment difficile, jugé par Terence Tao lui-même. Le plus fou dans tout ça, c'est que quand on regarde ce benchmark, il est vraiment résistant à la mémorisation, car il n'y a pas beaucoup de données disponibles. C'est vraiment un test sur des données que nous n'avons pas. On commence à tester les modèles sur leur capacité à faire de la recherche fondamentale tout simplement. Regardez ce qu'ils ont dit dans la vidéo postée sur leur chaîne, que je pense la plupart des gens ont manqué, car la vidéo n'a que quelques centaines de vues seulement. C'est pourquoi nous avons créé Frontier Math. Nous avons collaboré avec plus de 60 mathématiciens du monde entier, des professeurs, des auteurs et des médaillés Fields, pour créer des centaines de problèmes mathématiques originaux et extrêmement complexes. Ce sont de véritables problèmes authentiques. L'une des difficultés sera le manque de matériel d'entraînement. C'est un domaine assez spécifique. Ce n'est probablement pas très bien documenté.
J'ai examiné les 10 problèmes que vous avez envoyés. Je pense pouvoir résoudre les 3 problèmes d'analyse en principe. Pour les autres, je ne sais pas comment faire, mais je sais qui consulter. Les problèmes de Frontier Math vont des puzzles de style Olympiade aux défis de niveau recherche couvrant tous les domaines majeurs des mathématiques. Ils dépassent également les capacités de l'intelligence artificielle actuelle. Nous avons testé les systèmes les plus avancés disponibles et chacun n'a réussi que moins de 2% de ces problèmes. C'est la situation à court terme. La seule façon de les résoudre, sans avoir un véritable expert du domaine, est de combiner un semi-expert comme un doctorant dans un domaine connexe avec une IA moderne et divers autres outils. Bien que Frontier Math évalue le raisonnement mathématique avancé, nous utilisons des problèmes avec des réponses sous forme fermée comme des entiers pour une vérification automatique, sans nécessité d'avancées majeures dans les bibliothèques mathématiques des assistants de preuve. C'est une contrainte de conception exigeante pour les mathématiciens qui rédigent ces problèmes. Alors comme vous l'avez vu, ces problèmes sont réellement authentiques. L'un des défis pour résoudre ces problèmes, ce sera le manque de données d'entraînement. Car ce domaine n'est pas documenté ou en tout cas n'a pas de réponse en soi. On parle d'une IA qui va faire de la recherche fondamentale. Comme je vous le disais, ils ont testé les modèles d'IA les plus avancés aujourd'hui sur ce test-là et les systèmes les plus avancés disponibles n'ont réussi que moins de 2% de ces problèmes. En fait, à court terme, la seule façon de les résoudre aujourd'hui, en dehors d'avoir un véritable expert du domaine, c'est une combinaison d'un semi-expert comme un étudiant diplômé par exemple dans un domaine connexe, associé à une IA moderne et beaucoup d'autres outils en même temps. On parle d'une IA qui est capable de résoudre à 25% du temps ces résultats-là. Le jour où nous arriverons à créer l'IA qui sera capable de résoudre 100% de ces problèmes-là, eh bien sachez que l'IA sera capable de faire de la recherche fondamentale elle-même. Et là, c'est tout un monde qui va changer. Les découvertes ne seront plus faites par les humains mais par les IA. Alors, je suis curieux de voir à quel point le progrès va avancer rapidement après ça. Franchement, je ne sais vraiment pas là où nous serons d'ici 5 ans. Car je pense vraiment que d'ici 5 ans, nous aurons des IA capables de faire de la recherche fondamentale et les découvertes vont s'enchaîner. Des découvertes que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui possibles. Un exemple me vient rapidement à l'esprit et c'est notamment les matériaux super ou supraconducteurs. Vous savez, ces matériaux qui changeraient toute notre conception du monde, qui seraient capables de nous faire léviter, etc. Bref. Récemment, des chercheurs en Corée du Sud avaient fait un buzz monumental car ils affirmaient avoir réussi à trouver le premier matériau supraconducteur. Tout le monde s'en était emparé, les médias, Twitter, etc. Et finalement tout ça pour rien car c'était du fake. Alors si on va découvrir les supraconducteurs, je pense que ce sera grâce à l'IA et non pas à nous. Mais en tout cas, seul l'avenir nous le dira. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour clarifier le brouillard dans l'air car il y avait beaucoup de discussions sur la question de savoir si cette démo était truquée ou non, si le benchmark était réel ou non. Et j'espère que je vous ai donné l'aperçu le plus complet possible pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur ce benchmark et sur ces résultats-là. Comme je vous le disais, moi personnellement je pense que c'est une avancée majeure. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. En tout cas, je vous rappelle que vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Et je vous donne rendez-vous très vite à demain pour la prochaine vidéo.